Alors, bonjour à toutes et tous. Il est 10 heures, on va démarrer. Alors, dans un premier temps, on va passer donc 1 heure et demie ensemble. Donc, merci pour votre participation. On va démarrer donc par une keynote de l'éditeur Click sur la vision stratégique de la data analytics et de l'intégration de données au sein des entreprises actuellement. Ensuite, il y aura une présentation de la solution ClickSense qu'on va vous présenter ce matin, ainsi que des nouveautés sur cette année 2021. Et on a la chance, et je remercie encore, d'avoir le témoignage d'un de nos clients historiques, qui est Saverglass. Et Amélie Arcadio prendra la parole tout à l'heure. Donc effectivement, au niveau des speakers, je me présente, Olivier Béin. Donc moi, je suis responsable commercial du pôle data chez nous depuis 14 ans et en charge depuis 14 années de la relation avec l'éditeur Click qui propose les outils, notamment ClickSense, que certains d'entre vous devaient connaître. Amélie, je te laisse te présenter à ce moment-là. Oui, ok. Alors, Amélie Arcadio, je fais partie du groupe Saverglass. Je suis responsable du pôle data au sein de la DSI de ce groupe Saverglass. Nous avons pour mission de déployer la BI donc au sein du groupe avec une équipe de 7 personnes. Voilà. Super. Et merci encore pour ta participation ce matin. Normalement. Ludo, t'as retrouvé le micro. Bonjour à tous, je suis Ludovic Perian, donc je suis le click évangéliste chez Axi. Donc ça fait maintenant depuis 7 ans que je suis toutes les actualités, les nouveautés autour de Click. Et surtout, j'ai suivi la progression de ClickSense. Et ce matin, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement ce que c'est une application ClickSense et aussi vous présenter les dernières nouveautés de cette année, donc c'est-à-dire en décembre jusqu'à les dernières nouveautés qui sont sorties hier. Je te remercie. Alors, en quelques mots, avant de laisser la parole à Nicolas Hirsch, qui est qui va participer, qui est Country Leader France chez Click. Juste une petite intro sur Axi, qui on est, ce qu'on fait. Donc, Axi, c'est une société familiale créée il y a 31 ans. Et il y a une quinzaine d'années, on a monté un pôle de compétences dédié sur la data, en démarrant un certain nombre de partenariats, notamment avec Click. Aujourd'hui, on est un des principaux distributeurs de la solution en France. On est basé à Lille, Paris, Bordeaux. On a une équipe data de 70 personnes. Il y en a 40 qui ont les compétences et un certain nombre de certifications autour des solutions Click, donc ClickView, ClickSense, Click and Printing. La nouveauté, Ludovic en parlera tout à l'heure, Click Cloud. On a à peu près déployé près de 200 plateformes analytics aujourd'hui autour de Click. Concernant l'activité au sein de la structure chez nous, on va retrouver différents pôles. Donc un pôle plutôt orienté conseil AMOA qui va être dédié sur des profils direction de projet, restructuration de système d'information, conseil, aide au choix, ce genre de choses. Donc vraiment un accompagnement des directions informatiques et des directions métiers sur la transformation de leur IT. On va retrouver des pôles opérationnels, un sur le digital avec des développements web, AngularJS, web, HTML, ce genre de choses, J2E notamment. On va retrouver donc le pôle data, j'y reviendrai, un pôle d'expertise sur SAP, SAP, le RP, sur lequel on a près de 70 personnes sur des profils plutôt technico-fonctionnels sur SD, MM, FI, CO et autres. Et de manière transverse, sur l'ensemble de ces pôles de compétences, on est en mesure d'accompagner et de vous accompagner sur une démarche de Move to Cloud. Donc, on va vous accompagner tant sur la partie hébergement avec les principaux cloud providers du marché, mais également sur toutes les démarches nécessaires pour que la transition, qui est de plus en plus en vogue en ce moment, puisse se faire le plus naturellement et le plus maîtrisé possible. Alors, au niveau de la structure complète chez nous, donc on a à peu près 300 clients qui nous font confiance.
dont un qui témoigne aujourd'hui, donc Saverglass. On a 240 collaborateurs, on doit même être à 250 voire 260 là en ce milieu d'année. Un chiffre d'affaires à peu près de 23 millions d'euros et que je l'ai dit tout à l'heure, une entreprise donc historique basée dont le siège est à Lille, qui a 31 ans aujourd'hui. Alors, l'équipe de consultants chez nous, on a décidé de les appeler les builders. Pourquoi builders? Parce que ce sont des gens qui vont au-delà de leur mission au quotidien, hein, que ce soit en centre de service, en clientèle, qui vont être en mesure d'accompagner et de répondre aux problématiques des clients, tout en restant en fait à l'écoute des technologies et à l'écoute de nous, ce qu'Axi on va pouvoir leur apporter en termes de formation. On a un certain nombre d'actions qui sont menées pour qu'il y ait une veille technologique et une veille méthodologique voilà, la plus perspicace possible pour nos équipes. Donc là où on intervient et le profil de nos builders, effectivement, ça va être la réalisation de maquettes. Hein, si l'outil qu'on vous présente tout à l'heure peut susciter un besoin, on est capable rapidement, en un jour ou deux, de pouvoir maqueter sur vos données. On intervient en amont sur du conseil, sur de la gestion de projet, l'installation des solutions, la formation, du déploiement, de la maintenance. On est revendeur et distributeur des licences, c'est-à-dire qu'on, de bout en bout, on revend les licences, on assure la formation avec vous, avec vos utilisateurs. On fait l'installation, le déploiement, l'architecture, on développe avec vous au delivery et derrière le support en conditions opérationnelles et le support évolutif. Donc les profils de nos builders, voilà, des généralistes, des formateurs, des designers, parmi les 250 personnes chez nous. Alors le métier de la data aujourd'hui, on aura un focus sur un peu ces trois thèmes qu'on trouve chez Qlik, hein, c'est l'un des intérêts de notre partenariat avec eux. Donc il y a trois grands silos hein, dans la data aujourd'hui. C'est le data management qui est tout l'amont, hein, la qualité, la gouvernance, la réplication, l'intégration des données. L'analytics qui va être plutôt la partie front, c'est-à-dire comment on va présenter les chiffres ayant pour objectif la prise de décision. Et récemment, depuis 2-3 ans, hein, la data intelligence, c'est-à-dire voilà, tout ce qu'on va pouvoir utiliser technologiquement pour pouvoir faire du prévisionnel. Ou alors faciliter l'usage de l'utilisateur, notamment avec des bots ou du langage naturel, où on va un petit peu googliser les données. Alors, nos technos préférés, bon, la première, vous allez au bout d'une heure et demie avec nous en savoir un peu plus, notamment sur les nouveautés, mais on est amené aussi à travailler avec d'autres solutions du marché qui sont, et ça c'est notre volonté, complémentaires à Qlik. Donc l'idée c'est pas de travailler sur un concurrent, mais on travaille sur des aspects complémentaires, toujours dans l'optique de favoriser la qualité des projets chez nos clients. Au niveau du cloud, un petit focus, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un gros sujet également chez nous. Hein, et Qlik va faire un focus là-dessus, dans le sens où ils vont proposer une solution où ils vont être en mesure d'héberger et d'administrer l'ensemble de votre plateforme décisionnelle Qlik. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Au niveau des secteurs d'activité et des compétences métiers, hein, lorsqu'on est sur la data, on bosse beaucoup sur le fonctionnel. Donc on a la chance d'avoir une équipe de 70 personnes qui sont pluridisciplinaires hein, en termes fonctionnels. Donc un historique, parce que le siège est dans le Nord, donc forcément très retail. Domaine de l'industrie, mais on va travailler dans l'agro, dans le service, dans le crédit, dans le secteur de la banque, transport. Donc on travaille chez la plupart des grands donneurs d'ordre en France et dans le Nord. Donc voilà un certain nombre de clients chez qui nous avons la chance de travailler et souhaitons travailler sur le long terme. Voilà, donc on va passer, je vais laisser la main à Nicolas Hirsch hein, qui va présenter un petit peu la vision de l'éditeur Qlik. Nous, de côté Axi, voilà, on est partenaire, distributeur de l'ensemble des solutions. On est là pour vous aider. On est quelque part, si je peux me permettre, le bras armé quelque part de l'éditeur pour poker, vous former et vous accompagner pour la réussite des projets analytiques sur Qlik.
Voilà, je vous remercie à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas Hirsch. Je suis l'heureux country leader de Click France et je suis ravi d'avoir l'opportunité d'intervenir à l'occasion du Cloud Data et Analytics Tour. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour revenir sur le contexte, le marché sur lequel nous évoluons tous ensemble, vous, clients et nous, partenaires. On a évolué dans un contexte qui a été énormément bouleversé ces derniers temps. Alors, les analystes, les experts nous avaient prévenus, nous avaient dit que ça ne sert à rien de résister, c'est inéluctable, ça va arriver, il faut s'organiser, il faut prendre les devants, il faut peut-être même modifier notre manière d'exercer notre activité parce que quoi qu'il arrive, ça va arriver. Il faut en faire un avantage compétitif et minimiser au maximum le risque. Alors, vous l'avez compris, je veux parler de la transformation digitale. La transformation digitale, et je ne parle pas de la transformation digitale d'un secteur d'activité ou d'une industrie particulière. Je parle de la transformation digitale du monde dans lequel on vit. Ce qui caractérise la période que nous vivons depuis 18 mois, c'est que nous avons été mis au pied du mur lorsque la pandémie est arrivée l'année dernière. Et nous avons dû tous être forcés d'évoluer et de changer notre manière d'exercer notre activité. Et ce n'est pas seulement la France, c'est le monde entier qui s'est trouvé au même moment dans la même situation. Il n'y a pas d'exemple comparable dans l'histoire de l'humanité. Et donc cette pandémie a eu un impact sévère, important sur notre vie personnelle, mais aussi sur notre vie professionnelle. Notre vie personnelle, déjà, elle a été modifiée. Pourquoi? On a dû modifier nos comportements d'achat, modifier notre manière de nous déplacer, de voyager. Sérieusement, de voyager, on a bien modifié, mais aussi modifier notre manière de nous cultiver. Et en parallèle, professionnellement, ça a eu un impact immédiat, et notamment avec le télétravail pour ceux qui ont la chance de pouvoir continuer leur activité. Et alors, c'est intéressant parce que du jour au lendemain, on a dû mettre en place énormément de ressources pour permettre à l'ensemble des collaborateurs de maintenir le lien de communication, le lien social avec l'entreprise, mais aussi avec l'extérieur, avec nos clients. Je vais vous demander de faire un flashback. Rappelez-vous l'image que vous aviez du télétravail en début 2020. Et quelle image avez-vous aujourd'hui du télétravail? Le fait de pratiquer le télétravail dans des conditions idéales nous a permis de revoir la vision et l'image que nous avions du télétravail qui est devenu pas la norme, mais quelque chose de tout à fait standard. D'ailleurs, beaucoup de grandes organisations réfléchissent à le généraliser. Donc, il a fallu modifier notre façon de travailler, mettre en place de nouveaux services. Et pour cela, rien n'aurait pu être possible sans le cloud, sans le pouvoir du cloud. Je vous donne un exemple d'un projet que vous connaissez tous et qui est d'actualité. L'application Vitmados a été déployée au niveau France, puis dans l'Europe, par un jeune ingénieur talentueux de 25 ans. Rien n'aurait pu être possible sans le cloud. Le même projet, il y a 10 ans ou 15 ans, n'aurait pas pu voir le jour, tout simplement parce qu'il aurait fallu mettre en œuvre toute une architecture, ça aurait pris un temps infini et des coûts énormes. Le cloud, c'est extrêmement important et c'est vraiment ce sur quoi il faut qu'on se repose pour accélérer la transformation digitale de notre activité. Le cloud est vraiment l'élément fondamental qui va nous aider dans notre transformation digitale. Il y a plein d'avantages à aller vers le cloud et le SaaS. D'abord, il facilite l'accès aux services. Tous les employés, tous les clients peuvent avoir accès au même moment, quelle que soit leur situation, dans leurs locaux, chez eux, dans leur maison ou dans les transports, un même service avec une fiabilité en termes de performance et une sécurité au niveau des données. Deuxième point extrêmement important, le cloud, comme on met en service extrêmement rapidement et qu'on met en service toutes les dernières innovations et les dernières fonctionnalités, accélère et facilite l'adoption des nouveaux services. On l'a vu avec tout ce qui a été développé, notamment l'application Vitmados.
Et enfin, l'agilité, on va évoluer en fonction de l'usage que l'on va faire du service et bien sûr une meilleure maîtrise du TCO, car en fait, on ne consomme uniquement en fonction de nos besoins. Et la bonne nouvelle chez Qlik, c'est que nos offres analytics bénéficient des avantages du cloud et du SaaS. Et plusieurs de nos clients, vous avez ici quelques noms, alors ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, nous ont déjà fait confiance et ont ouvert des nouveaux besoins et des nouveaux services grâce à notre SaaS ou directement dans leur propre cloud. C'est extrêmement important. Mais le cloud ne suffit pas. Le cloud va accélérer la mise à disposition, mais il reste quand même un challenge que nous devons relever. Le challenge des moments clés, les challenges de la donnée. Pourquoi? Une entreprise est faite de moments clés, d'événements plus ou moins prévisibles, plus ou moins importants. Et chacun de ces événements peut avoir un impact sur l'activité, sur la manière de distribuer sa solution, la manière d'adresser ses clients. Et soit on est capable d'en avoir connaissance et d'agir et de prendre des décisions et d'adapter sa stratégie, soit on prend le risque de passer à côté d'un événement clé. Par exemple, citons quelques exemples. Comment faire si je ne suis pas au courant d'une plainte sur les réseaux sociaux par un utilisateur quand je suis en B2B? C'est extrêmement fondamental. Comment faire si je suis un établissement financier et que je ne suis pas capable de suivre des mouvements anormaux sur des gros clients, des clients clés de financiers? Je ne peux pas agir, je ne peux pas proposer quelque chose, mes services. Comment faire si je ne vois pas des changements dans les commandes d'un revendeur important ou alors l'absence d'une ressource dans un chantier qui peut mettre en péril le chantier? Pour mener à bien la transformation digitale de notre activité et être au plus proche de ces moments clés, il faut être capable de donner vie à l'intelligence active. Ce qui veut dire briser les barrières qui ne nous permettent pas de capturer ces moments clés. Créer un pipeline de la donnée brute, jusqu'à la prise de décision, qu'elle soit faite par des collaborateurs ou directement par le déclenchement d'un service ou d'une action. Et pour cela, il faut être capable de libérer la donnée, permettre au plus grand nombre des collaborateurs dans toutes les strates de l'entreprise, à chaque fois que nécessaire, de savoir où elle est, de la comprendre pour pouvoir l'exploiter, bien sûr comprendre la donnée pour pouvoir agir. Donc, c'est une relation bidirectionnelle de la donnée vers l'utilisateur et de l'utilisateur vers la donnée pour prendre des actions. Et elle se repose chez Qlik vers des briques logicielles, notre plateforme d'intégration de données qui va couvrir la partie libérer les données et les exposer auprès des utilisateurs. Notre plateforme analytique, QlikSense en particulier, qui peut se déployer en mode SaaS et qui va permettre à l'utilisateur extrêmement simplement de pouvoir comprendre l'histoire qui se cache derrière ces données pour pouvoir mieux agir. Mais bien sûr, avec toutes les alertes nécessaires à pouvoir réagir. Et bien sûr, des offres de services pour développer une réelle culture de la donnée. Les logiciels, les plateformes, la technologie ne suffira pas à elle toute seule de pouvoir mettre en place une réelle stratégie d'intelligence active. Il faut pouvoir développer une réelle culture de la donnée au sein de l'organisation. Et c'est avec ces trois piliers que l'on va pouvoir avoir une réelle réponse face à un monde qui se digitalise et qui va beaucoup plus vite, de plus en plus vite. C'est en mettant en œuvre une stratégie d'intelligence active reposant sur plateforme d'intégration, analyse de données et les services associés qu'on va pouvoir faire face à cette transformation digitale. Alors, pourquoi c'est important? On est passé par différentes phases en termes de maturité et d'analyse. Alors, vous vous souvenez, il y avait l'origine, c'était le passif, on pourrait dire même statique, si on peut dire, donc où il n'y avait pas de pipeline de données concernées, des petits sets de données répartis dans l'entreprise et pas vraiment de passage à l'action, plutôt une production de KPI, d'indicateurs. Ensuite, on est passé au réactif qui a permis de mettre, là, on passe à un niveau un peu plus expérimenté, avec un catalogue de données à gouverner, mais pas encore de système d'alerte. Et puis après, on est passé par le système augmenté. Là, on voit
arriver l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui vient au service de l'utilisateur, et puis commencer à avoir des alertes pour permettre de prendre des actions. Mais il manquait dans ces 3 étapes le point fondamental, c'est-à-dire comment on permet d'exploiter les données de l'entreprise dans la mesure que le Gartner s'accorde à dire que seulement 20% des données de l'entreprise sont réellement utilisées. Donc, la valeur, elle est dans les 80% restants. Et donc, c'est la stratégie d'intelligence active qui va permettre de passer à un mode actif pour accélérer la mise à disposition de la donnée pour prendre les meilleures décisions. Alors, pourquoi Qlik est légitime? Qlik est légitime parce que nous sommes le dernier acteur spécialiste de la donnée sur le marché du décisionnel encore présent dans le cadran magique du Gartner. Cadran magique dans lequel on est présent depuis plus de 11 ans. Alors, pourquoi les utilisateurs choisissent Qlik? La première chose, c'est qu'on est un spécialiste de la donnée depuis plus de 28 ans. Depuis plus de 28 ans, nous accompagnons nos clients à répondre aux enjeux inhérents à leurs données. Autant vous dire qu'on a suivi tous les stades d'évolution. On a une architecture qui est extrêmement évolutive. D'abord, qui couvre tout le cycle de vie de la donnée, de la partie intégration, par l'analyse et avec des offres de services. Notre plateforme est évolutive, elle permet de s'adapter en fonction du nombre de users, la taille de vos bases de données, mais aussi le nombre de bases de données, la variété des bases de données que vous allez avoir à analyser, une multisource, le fameux multisource. Elle permet de répondre à tous les cas d'usage. Elle ne fait pas de compromis sur la sécurité tout en offrant de l'agilité. Et bien sûr, notre technologie est l'unique éditeur de la data qui dispose d'une technologie brevetée, inégalée sur le marché et qui offre toute la valeur et la raison pour laquelle les 50 000 clients nous ont choisis. Et enfin, une approche unique intégrant de l'intelligence artificielle pour toujours accélérer la création de valeur basée sur vos données et faciliter l'adoption de nos solutions. J'en ai fini pour ma part et je vous remercie pour votre attention et je cède la parole pour la partie démonstration. Nicolas. Donc, Merci. surtout, pendant la présentation, il y a la rubrique conversation, donc n'hésitez pas à poser vos questions par rapport aux choses qui sont présentées. On va recenser l'ensemble des questions et en fin de session, avec Amélie, Ludovic et moi-même, on se fera un plaisir de répondre à l'ensemble des thématiques. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Donc, du coup, comme l'a précisé juste à l'instant Nicolas Hirsch, on va vous faire une petite présentation de QlikSense. Donc, en fait, d'abord, je me représente pour ceux qui n'étaient pas encore peut-être arrivés dans cette présentation. Donc, je suis Ludovic Perianin, donc le Qlik évangéliste chez Axi. Donc, voilà, à peu près 7 années d'expérience sur les solutions autour de Qlik. Aujourd'hui, mon activité repose aussi sur le partage, la communication de ces nouveautés, comme je fais aujourd'hui avec vous. Et de plus, je communique aussi toutes les informations, les innovations, les bonnes astuces et les nouveautés de Qlik sur LinkedIn. Donc, en fait, je vous ai mis un QR code de mon profil directement. Vous pouvez taguer avec votre téléphone ou pour retrouver mon profil et n'hésitez pas à m'ajouter. D'abord, en fait, avant de pouvoir commencer cette présentation, je voulais vous présenter une application QlikSense, en fait, juste pour vous contextualiser, pour vous montrer en fait qu'est-ce qu'on est capable de faire comme application avec QlikSense et comment est-ce qu'on peut utiliser cette application. Donc là, en fait, il s'agit d'une simple application sur les données de vente d'un produit. Donc en fait, on peut considérer qu'on est un vendeur d'articles, un restaurant où on a des différents types de produits. Et en fait, on va faire une analyse des ventes de nos produits. Et là, en fait, cette application, c'est un dashboard pour nous aider à prendre les meilleures décisions. Donc, ici, comme vous pouvez voir, en fait, j'arrive à voir directement le top vente, les top des ventes, les meilleurs produits que j'ai sur le mois de juin en 2021. Donc là, par exemple, ici, je peux dire, voilà, directement depuis mon graphique, je peux aller faire des sélections sur un des graphiques et automatiquement, en fait, là où c'est très intéressant, c'est que j'ai
tous les autres graphiques de ma page, ici, comme on a pu voir, la carte, les KPI qu'on voit au-dessus, qui se sont mis à jour. Mais tout au-dessus, là, en fait, j'ai des objets qu'on appelle des listes de sélection. Donc, dans ces listes de sélection, je vais retrouver d'autres filtres sur lesquels je veux pouvoir appliquer des informations, appliquer des filtres, voilà, tout simplement. Et ce qui est vraiment très intéressant à remarquer ici, c'est que là, j'ai un filtre qui me propose 2 solutions et une qui est grise. Et en fait, dans la présentation tout à l'heure de Nicolas Hirsch, il a expliqué que Qlik avait un positionnement, surtout un brevet qui est pour le coup inégalé par les autres solutions de BI, qui s'appelle l'associativité. Donc en fait, au sein d'une application ClickSense, on va avoir ce qu'on appelle un moteur associatif. Le moteur associatif, là, on va le voir, là, il fonctionne en direct devant vous. Vous avez vu, j'ai sélectionné les produits qui étaient sur ce graphique-là, et automatiquement, ma liste de sélection s'est mise à jour. Et en fait, elle me dit, parmi les listes de sélection, parmi les objets que vous avez, les articles que j'ai sélectionnés avant, les boissons ne font pas partie. Il n'y a pas de boissons. Donc en fait, cette information pour moi, c'est assez important. Si j'étais sur un autre outil, un requêteur classique SQL, boisson disparaîtrait. Vous imaginez si j'avais beaucoup plus de catégories de produits, je les aurais sur un requêteur SQL, ils ne seront pas présents. Et là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir nous permettre de communiquer, d'échanger en fait avec tous les filtres et toutes les datas qui sont disponibles dans notre application et de faire des analyses. Et c'est ça vraiment la puissance et la valeur ajoutée de Qlik par rapport à un requêteur classique ou même sur Excel quand on fait nos analyses. Donc là, par exemple, je peux dire je souhaite voir que ce qui est alimentaire. Et par ailleurs, en fait, l'application me propose toujours de pouvoir continuer à sélectionner. Mais là, en fait, même si l'information a été complètement grisée, je peux toujours dire, voilà, je souhaite voir quand même les boissons. Et là, en fait, ici, je peux faire une sélection inversée de ce que j'ai pu faire. Donc là, je viens de vous montrer à peu près comment est-ce qu'on peut interagir avec une application. Donc là, simplement faisant une sélection. Ici, on a la possibilité de sélectionner aussi sur des cartes. Voilà. Donc là, je sélectionne ces régions-là. Et là, maintenant, je vais naviguer dans mon application. En fait, j'ai tout un panel d'outils en haut, en fait, qui me permettent de changer de feuille. Donc là, je vais cliquer sur la feuille suivante. Ou sinon, je peux directement cliquer sur ce bouton-là pour avoir l'ensemble des feuilles qui sont disponibles dans mon application. Donc là, par exemple, je souhaite directement faire une analyse sur mes produits. Et là, je me retrouve rappelez-vous, sur la sélection que j'ai effectuée juste avant. Donc en fait, les feuilles entre elles gardent les mêmes sélections. Et ça, c'est quand même un avantage pour moi, parce que au départ, j'avais une idée d'analyse à effectuer. Et au final, en faisant mes sélections, donc là, je vais retrouver ici les sélections que j'ai effectuées, et toutes les feuilles vont garder cette information, et je vais toujours continuer à analyser mes graphiques. Donc là, par exemple, une innovation que je vais vous présenter qui existe dans Qlik depuis l'année dernière, c'est sur ce graphique de nuages de points, je retrouve les différents articles que j'ai, mais en fait, ils sont catégorisés par un algorithme de machine learning qu'on utilise en tout cas dans la data science, qui est l'algorithme de K-means. En fait, il va catégoriser mes produits par couleur directement dans le graphique. En fait, Qlik commence aussi à intégrer des fonctions de machine learning directement au sein de ClickSense pour nous aider encore à avoir plus d'informations dans nos analyses. Et ça, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée, en tout cas pour les applications ClickSense. Donc là, je vois que moi, ce que je souhaite faire, c'est que je souhaite analyser, challenger en fait ces produits-là, essayer de comprendre pourquoi eux, ils n'arrivent pas peut-être à passer à la catégorie au-dessus. Donc là, comme j'ai pu faire là, j'ai fait une sélection sur ces objets-là, sur ces articles-là. Et là, en fait, je vais quand même me focaliser que sur cela. Donc là, je resélectionne à nouveau. Et vous avez vu, la catégorie, elle se fait aussi en live. Se recatégorise en live. Donc,
là, j'ai fait ma sélection et je vais pouvoir poursuivre mon analyse par magasin. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vois les 3 régions que j'avais sélectionnées au départ. Donc là, ici, je vois le chiffre d'affaires et les différentes positions de mes magasins. Et je vais pouvoir analyser cette fois-ci ma marge ou directement mes ventes. Ludo, juste en live, il y a Olivier qui nous pose une petite question là. Tu peux redonner le nom du composant que tu as présenté sur la feuille juste avant? Le nom? Alors, pour l'algorithme en fait qui me permet de catégoriser les objets, Ouais. c'est ça? Alors c'est Kamins. Voilà, c'est une fonction qui a été intégrée Kamins, ok. à ClickSense. Je le mets sur le chat. Voilà, parfait. C'est une fonction, juste pour répondre un peu plus en détail, c'est une fonction qui a été intégrée directement à Click. Je crois que c'est dans la version de février 2020. Et cette fonction, voilà, elle nous permet simplement, en fonction des mesures et du jeu de données qu'on va mettre, des dimensions et des mesures qu'on va pouvoir mettre, il va automatiquement nous proposer des catégories de produits. Voilà. Donc, voilà, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Donc là, je continue ma présentation. Donc là, en fait, on a les magasins. Et en fait, là, ce que je vais vous montrer, c'est surtout aussi dans l'associativité. Ce qui est vraiment un atout, en tout cas, de ClickSense. Donc là, voilà, on a créé en fait une feuille qu'on appelle associativité dans cette application qui me permet de revoir à peu près l'ensemble des sélections que j'ai effectuées sur mon application. Donc là, si je souhaite repartir sur une nouvelle recherche, une nouvelle analyse, j'ai un ensemble de boutons qui me permettent de naviguer. Donc là, soit je peux faire un retour arrière de me dire finalement, je veux revoir la sélection que j'avais effectuée juste avant, ou sinon, je souhaite complètement effacer toutes mes sélections et repartir de zéro. Donc là, j'ai accès en fait à toutes les informations que je peux interagir pour analyser mes données. Donc là, si je me dis, je souhaite faire une analyse T1, T2, voilà, T1, T2, automatiquement, comme vous avez pu voir, ma liste de sélection se met à jour. Et ensuite, ici, je retrouve ma liste de produits. Qui s'affiche. Et en fait, moi, je vais chercher, par exemple, tous les articles qui commencent par A et je vais sélectionner. Donc là, j'ai tapé A étoile et c'est encore une nouvelle façon pour moi d'interagir avec mon application. Et là, en fait, j'ai sélectionné en tapant 2 choses, 489 produits d'un coup. Donc là, c'est une des façons d'interagir à nouveau avec mon application. Sinon, j'ai une autre possibilité. Si, par exemple, je suis une nouvelle personne, un nouvel utilisateur, je ne connais pas forcément l'endroit où se trouve un produit. En fait, on m'a posé une question et je veux utiliser ce qu'on appelle une recherche. Je vais utiliser un outil qui s'appelle la recherche universelle. Donc là, en fait, cette recherche universelle, elle est ici. Donc là, je vais commencer à taper directement des valeurs. Et là, je ne vais pas chercher. C'est vraiment la donnée que je vais rechercher. Donc là, je vais taper Annecy, par exemple. Donc là, c'est la ville, donc le magasin ici, que je recherche. Et automatiquement, il m'a fait la sélection. Et donc, il a retrouvé que c'était dans le champ site du magasin que je souhaitais faire ma sélection. Bon, j'ai sélectionné un autre aussi, mais voilà, je sélectionne uniquement Annecy. Mais si je souhaite aller un peu plus loin, je veux dire, voilà, je veux avoir les informations de Annecy. Alors, Annecy, voilà, le magasin, je sélectionne. Et plus loin, je veux dire en 2020. Donc là, il me propose de faire une sélection sur Annecy en 2020. Et automatiquement, comme vous avez pu voir, en faisant une sélection ici, je peux retourner sur mon tableau de bord et je vais garder ma sélection et pouvoir faire mon analyse. Voilà, donc là, je vous ai présenté rapidement comment on pouvait
analyser, je vais vous présenter une application rapide qu'on pouvait faire sur ClickSense. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir créer une application en 2 minutes, juste pour vous montrer comment les outils aussi qui sont mis en place pour Click, pour vous aider. Par exemple, vous n'êtes pas une personne qui est habituée à faire du développement, vous n'avez pas des compétences en développement, mais vous avez un fichier Excel, vous avez un jeu de données ou une source d'information que vous souhaitez analyser. Mais en fait, très rapidement, vous aurez cette capacité à créer l'information, créer une application. Donc là, en fait, je vous présente en gros l'interface de ClickSense. Donc ici, je vais retrouver ce qu'on appelle l'espace Mon Travail. C'est un espace, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ClickSense, c'est une application qui est entièrement web. Donc elle est accessible via une tablette, via un smartphone ou via des applications mobiles sur iPhone ou Android. Et en fait, tout ce que je vais créer, tout ce que je vais charger comme information, c'est le serveur Click qui va le gérer. Et ce serveur Click, il peut être hébergé soit dans votre infrastructure système ou soit dans le cloud. Vous aurez le choix, en fait. Je vais vous présenter tout à l'heure aussi les possibilités de cloud et c'est quoi qu'il y a comme différence entre ces deux solutions. Donc là, simplement, je voulais vous montrer la possibilité de pouvoir créer une application en 2 minutes. Donc là, je vais créer mon application. Je vais appeler démonstration, créer, et là, je vais ouvrir mon application. Donc là, en fait, l'assistant de Click, automatiquement, il va me proposer de charger de la donnée, puisque c'est ce qu'il va analyser, bien sûr. Donc, si je prends, je vais vous présenter un fichier Excel très rapidement que j'ai sur mon poste. Voilà, donc ce fichier Excel, je vous le montre. Voilà, qui contient un certain nombre d'informations. Et en fait, moi, je souhaite charger ce fichier directement dans mon application. Donc là, tout simplement, je vais faire un drag and drop. Et là, ce qui se passe, c'est que Click est en train d'analyser mon fichier Excel. Et bon, déjà, simplement, il a reconnu que c'est un fichier Excel. Et là, il va me mettre en fait ce qu'on appelle il va me mettre sur la partie qu'on appelle le gestionnaire de données. Et ce gestionnaire de données, tout simplement, il a déjà lu tout ce qu'il y avait dans mon fichier. Alors, à peu près, il a vu la cohérence des données qu'il pouvait y avoir. Et il va me dire, voilà, ici, on va construire le modèle de données. Donc là, c'est vraiment une toute nouvelle façon de pouvoir construire un modèle. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de développement particulier ou de compétences techniques à avoir pour comprendre ça. En fait, la seule chose que vous devez connaître, c'est les liens qui existent entre vos informations. Ça veut dire que si vous avez une table qui contient des informations clients et que vous avez une table de factures, de liste de numéros de factures avec des clients, ben, vous pourrez faire cette association. Mais c'est une information que vous maîtrisez. Donc là, moi, en l'occurrence, le fichier que j'ai chargé, c'est un fichier que je connais les informations. Donc moi, je sais déjà que je vais être capable, normalement, de pouvoir associer cette table-là. Donc là, en fait, les bulles qui sont ici, ce sont des tables que je vais associer, par exemple, avec mes commandes. Et là, Click me dit, ben voilà, par simple drag and drop et rapprochement de ces deux bulles, je vais pouvoir créer une association. Et là, automatiquement, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a réussi à détecter que le numéro de commande, c'était bien le champ qui pouvait faire l'association entre ces deux tables. Donc, bien évidemment, bon, parfois, ça m'est déjà arrivé que le moteur associatif, il ne reconnaisse pas ces deux champs. Donc, je suis capable tout de même de pouvoir moi-même créer cette association personnalisée. Voilà. Donc, pour pouvoir accélérer ma démonstration, Click aussi, il connaît toutes les associations possibles. Donc moi, il m'a fait déjà une suggestion. Donc là, je peux dire, ben voilà, je vais voir la suggestion entre la catégorie et les produits. Et si je veux aller encore plus vite et je fais confiance à Click, je clique sur Appliquer tout. Et là, il va complètement pré-configurer mon modèle. Et maintenant que le modèle est pré-configuré, je vais pouvoir charger les informations ici. Et là, en fait, ce qu'il fait, là, par contre, il va lire la totalité de ce qu'il trouve dans mon fichier Excel.
Alors, pendant que ça recharge, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. Au début, j'avais mon fichier Excel qui était sur mon PC. Et là, en fait, quand j'ai fait le drag and drop, il m'a automatiquement copié mon fichier sur le serveur Qlik. Et là, en fait, le fichier Excel, il est sur le serveur où se trouve QlikSense. Donc là, maintenant que mon modèle est chargé, je vais pouvoir créer une feuille. Donc là, automatiquement, la création de la première feuille a été déjà faite. Et là, comme je ne sais pas du tout par quoi commencer, ni utiliser, ni commencer à créer une graphique, comme l'a dit tout à l'heure dans la vidéo d'introduction, Nicolas Hirsch, il expliquait qu'il y a maintenant ce qu'on appelle de l'intelligence augmentée. Donc, ils ont mis en place un système qui va analyser les données qui se trouvent dans mon application et me proposer automatiquement des graphiques. Et je serai libre moi-même de me dire, ben voilà, très clairement, ce graphique-là, il m'intéressait. Je me dis, ben voilà, je vais pouvoir l'ajouter à ma feuille. Celui-ci, ça parle plus de produits, l'autre, c'est plus des clients. Ben, en fait, je veux bien le garder, mais je vais créer une nouvelle feuille qui va s'appeler, ce sera une autre feuille que je vais pouvoir les renommer après, et regarder un peu les graphiques qu'ils me proposent et les ajouter simplement à mes feuilles. Voilà. Donc, c'était une simple introduction que je voulais vous faire pour vous expliquer comment on pouvait créer une application QlikSense. Que vous voyez que c'était pas très compliqué en fait de prendre en main cet outil et de naviguer, d'explorer sa data en utilisant en fait l'intelligence augmentée et le moteur associatif. Donc là maintenant, je vais vous présenter rapidement sur une slide les nouveautés de QlikSense depuis décembre à peu près. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, maintenant, tous les clients qui utilisaient la version Windows, vous avez aussi en fait la version SaaS qui est assez similaire en fait de ce qu'on retrouve dans la création, l'utilisation de l'application, mais qui a quand même pas mal changé au niveau du hub. En fait, ce qu'on appelle le hub, c'est la façon dont on va pouvoir interagir avec la façon dont on va pouvoir ranger les applications et utiliser. Et communiquer avec nos collègues sur QlikSense. Donc là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est le calendrier en fait, des publications. Aujourd'hui, en fait, la version SaaS de QlikSense, c'est une version qui va avoir, on va dire, quasiment toutes les nouvelles innovations de Qlik. Comme il l'a expliqué aussi tout à l'heure Nicolas Hirsch, en fait, c'est une plateforme qui est gérée directement dans le cloud. Il bénéficie en fait de toutes les technologies que Qlik va pouvoir mettre en œuvre, donc va pouvoir tester et aussi ils vont pouvoir mettre en avant. Et donc en fait, à peu près, moi sur la version SaaS, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, il y a des innovations qui sortent. Et par contre, en fait, ce rythme de mise à jour a changé pour la version Windows. En fait, on va se retrouver avec 4 mises à jour par an au lieu de 5. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager. Donc là maintenant, alors mon slide dit à venir, mais en fait cette innovation d'annotation sur un chat est sortie typiquement hier. Donc toutes les personnes qui ont la version QlikSense SaaS, vous pouvez tester en fait cette version-là. Donc la version d'annotation, qu'est-ce que c'est? Ben, aujourd'hui, je vais pouvoir mettre maintenant un commentaire en fait. Vous cliquez sur sur un graphique et vous aurez la capacité de pouvoir mettre un commentaire, une annotation, une information pertinente pour vos collègues où vous pourrez communiquer sur les informations et même taguer une personne en lui disant tiens, regarde, Jean-Marie, regarde sur cette page, tu verras qu'il y a un client qui n'a pas eu toutes les informations dont il avait besoin. Donc, et là, automatiquement, la personne sera alertée et pourra venir interagir avec vous sur l'application. Il y a aussi juste une nouveauté qui est... Là, on va repasser sur les nouveautés de décembre sur la version Windows et aussi la version SaaS. En fait, il y a ce qu'on appelle une intégration aujourd'hui de tous les connecteurs Google Drive, Azure et aussi d'autres connecteurs. En fait, en gros, il y a
depuis 6 mois environ, il y a énormément de nouveaux connecteurs qui arrivent sur ClickSense. En fait, cette volonté de pouvoir ajouter ces connecteurs de Click, c'est de pouvoir se connecter à un maximum de sources d'informations et de faire une analyse sur toutes ces informations. Voilà, donc les nouveaux connecteurs qui sont arrivés. Pareil, on a aussi des nouveaux connecteurs qui sont arrivés sur la version sur SAP, en fait. Et pour moi, l'une des innovations les plus intéressantes, donc là, c'est ce que j'ai expliqué aussi de Camille, pardon. J'accélère un petit peu. Là, ici, on a le Insight Advisor Chat, qui est, en fait, ce que je ne vous ai pas montré dans la version tout à l'heure, mais en fait, c'est une nouvelle façon aussi de pouvoir communiquer. En fait, là, j'ai utilisé le gestionnaire d'informations pour me générer mes graphiques tout à l'heure à la création de mon application, mais je peux aussi automatiquement chatter en fait avec un robot qui va aller lui lire dans mes applications les graphes qui existent ou les données qui existent et me créer automatiquement à ma demande des graphiques ou me donner une information via un chat. C'est comme si vous étiez sur un site en fait avec un petit robot qui vous indique des informations directement depuis votre application. Donc ça c'est le Insight Advisor. Et là en fait une des grosses nouveautés de Click, c'est au niveau aussi de l'affichage. Dans l'affichage, ils ont amélioré beaucoup de graphiques. Et là, voilà, c'est cette nouveauté-là dont je vais surtout expliquer, c'est qu'en fait, maintenant, ils ont optimisé en fait, le chargement des données, où en fait, on va pouvoir utiliser que les informations. Vous savez qu'en fait, quand on charge une application ClickSense, elle va être autonome dans son chargement. Elle va être capable, on va lui donner une instruction, on va dire tous les lundis matins à 9h, qui va être capable d'aller récupérer des informations de fichier Excel ou d'une base de données ou de Google Drive, voilà, de tous les connecteurs qui peuvent exister ou de SAP. Et au départ, en fait, on pouvait utiliser une stratégie de recharger à chaque fois toutes les données pour être sûr que tout va bien. Maintenant, en fait, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction merge. Et cette fonction merge, qui est pour moi, on va dire un peu techniquement, qui a beaucoup de compétences techniques, me dit que cette fonction est vraiment très, très innovante, en fait, pour le rechargement d'informations. En fait, on va être capable cette fois-ci de charger uniquement les nouvelles informations qui ont été modifiées dans ma base de données. Donc là, en fait, je peux dire, ben voilà, j'ai une table de log d'informations qui voilà, il n'y a que sur cette table qui a 1 Tera il y a 100 millions de lignes, il n'y a que 200 millions qui ont été modifiés. Ben, du coup, je pouvais pouvoir récupérer que ces 200 millions et les modifier en clic au lieu de tout recharger à chaque fois. Ça, c'est vraiment une grosse innovation du côté clic. Voilà, donc c'était ma fonction merge. Il y a aussi sur la version SaaS une amélioration des alertes. Donc, pour tous ceux qui savaient pas ce que c'était une alerte, en fait, maintenant, clic, ils sont capables, sur la version SaaS pour le moment uniquement, de créer une alerte. Donc, par exemple, si je vous montrais mon application de suivi des ventes de mes boissons, enfin, de mes articles de restaurant, et que j'ai besoin de suivre une alerte spécifique, mettre une alerte, si la catégorie boisson dépasse est en dessous des 10 000 € de vente après-midi, je souhaite recevoir une alerte par mail ou par une notification sur mon smartphone pour me spécifier que voilà, j'ai pas atteint mon objectif. Et là, en fait, Click Alerting, ça va être capable de pouvoir mettre. Alors, en fait, au début, on n'était pas capable de faire du Click Alerting avec la fonction de Section Access, qui est une fonctionnalité de sécurité. En plus. Maintenant, nous allons pouvoir faire aussi des alertes sur des applications avec du Section Access. Voilà, donc Olivier, j'ai fini. Non, j'ai pas fini. Je voulais simplement vous présenter. Ouais, faire la démo. Merci. Exactement. Ouais, voilà. Juste par rapport à ce que tu disais, merci encore. Pour ceux qui entendent beaucoup parler de SaaS, parce que c'est un des sujets assez récents chez Click. Donc historiquement,
les outils Qlik, Lido ClickSense fonctionnaient en mode on-prem, c'est-à-dire que vous étiez autonome sur l'administration de vos serveurs, de vos machines, en mode physique ou des VM. Vous aviez une console d'administration, la QMC et la QEMC pour ceux à qui ça parle. Vous étiez quelque part en charge des montées de version. Et en fait, avec l'arrivée de SaaS, c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner en mode hybride, rassurez-vous. Si vous voulez une partie de votre parc applicatif ou une partie de vos applications, vous pouvez les garder on-prem comme actuellement et basculer tout ou partie sur le SaaS pour avoir les deux environnements. Les avantages du SaaS, c'était lancé il y a 1 an et demi, c'est hébergé directement par Qlik. Donc derrière, c'est du cloud, c'est solide, hein, c'est cloud provider AWS. Et derrière, il y a une console d'administration qui est plus light. Et comme l'a bien dit Ludo, toutes les nouveautés sur la partie SaaS vont être implémentées non pas par lot comme c'est le cas sur la on-prem où il y en a 4 par an, mais de manière quasi quotidienne dès qu'il y a des nouveautés. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur on-prem SaaS. Le on-prem continue est stable et continue d'être une force, un point important de la R&D. Et effectivement, le SaaS peut s'avérer complémentaire dans pas mal de cas. Voilà. Et du coup, je voulais simplement aussi parler en fait une des fonctionnalités assez intéressantes dans ClickSense qu'on appelle le mashup. Le mashup, en fait, je vais vous présenter un mashup rapidement. Donc, à l'occasion de l'euro, Axie, en fait, on a décidé d'analyser en fait les données de la compétition. Et en fait, un mashup, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une application de ClickSense qui est hébergée sur un serveur. Alors, ça peut être un serveur SaaS ou un serveur Windows. Et en fait, on va intégrer directement les graphiques de ClickSense sur cette page HTML. C'est pour ça qu'on appelle ça un mashup. Et bien évidemment, on est libre un peu sur la construction de la partie design. Et là, en fait, je vais vous partager bien sûr dans le chat le lien de ce mashup. Et vous pouvez analyser en fait les données de la compétition. Donc en fait, là, la première partie, donc aussi dans la partie Euro 2020, en fait, vous aurez toutes les données en temps réel des matchs. Donc là, ici, on voit que les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les joueurs qui ont le plus joué durant la compétition de cette année. Les matchs qui ont été gagnés par pays, les matchs les plus prolifiques. Voilà, en fait, cette application, elle vous permet de faire vraiment une analyse complète sur la compétition. Donc, par exemple, hier soir, il y a eu France-Portugal. Donc, on va pouvoir ici se dire, je souhaite faire un face-à-face, en fait, pour analyser les données de la France avec le Portugal. Donc là, je sais qui... Faut que tu relances ta page, Ludo, parce que tu as dû l'ouvrir il y a longtemps, que... donc tu as perdu ta connexion Qlik. Effectivement. Donc là, je relance. Voilà, donc mes graphiques apparaissent. Donc là, pour les personnes qui connaissent déjà Qlik, vous voyez que si les objets ils proviennent directement de la page ClickSense. L'intérêt des mashups, c'est effectivement, vous avez vu les interfaces proposées on vous enverra un lien et un mail avec tout le détail. On vous enverra un lien vers des applications Qlik directement libres d'utilisation. Mais là, ça permet de sortir de l'interface, je dirais, de ClickSense et d'intégrer en fait des restitutions, donc que ce soit des tableaux, des graphiques, des stats et autres, un peu en mode marque blanche. Donc nous, on a souvent ce type de projet où on fait l'analytics sur ClickSense et derrière, vous avez un portail, vous avez un extranet, vous avez un site où vous souhaitez communiquer sur de l'information autour de la donnée ou autour de ce que Qlik peut avoir au sein de sa base de données. On va utiliser justement des devs web. Donc derrière, peu importe les techno web qu'on utilise, on est capable d'exploiter les librairies de Qlik en fait. Voilà. Donc on vous mettra en description
voilà, comme l'a dit Olivier, on va vous partager cette information, ce lien pour que vous puissiez analyser par vous-même les données de cet euro. Donc Olivier, là, on va... Qui va gagner l'euro du coup avec ton application, Ludo? Je pense que c'est la France, hein, c'est sûr. Toutes les statistiques sont faites pour que la France gagne. Voilà. Donc là, oui, il reste. Est-ce qu'il y a. Alors, n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions. Il y en a une. Donc, est-ce que Click Alerting est un module complémentaire à ClickSense? Non. Alors, sur la partie SaaS, c'est pas c'est inclus directement en fait dans la licence Click. Par contre, sur la partie Windows, oui, c'est un module qui est complémentaire. Et je vous inviterai à vous rapprocher auprès d'Olivier pour connaître les modalités pour avoir ce module sur la partie Windows. Il y a d'autres questions? Bon, après, je les liste sur le chat et puis on y répondra au fur et à mesure. D'accord, ok. On va passer, Ludo, au témoignage. Au témoignage, d'accord. Ouais. Je vais lancer la vidéo. Donc là, on va lancer le témoignage d'Amélie de Saverglass et ensuite on prendra la main en live pour une démonstration des applications opérationnelles et répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, le groupe Saverglass fabrique et décore des bouteilles en verre haut de gamme pour les vins et les spiritueux. Alors, Saverglass n'est pas forcément connu du grand public, mais il est reconnu pour la maîtrise de ses savoir-faire et la qualité de ses produits, ainsi que l'originalité de ses créations. Et en fait, c'est le leader dans la production du verre et du décor aujourd'hui. Et le groupe s'est imposé en fait dans le monde entier grâce en fait à sa capacité d'innovation. En fait, elle s'est érigée même en véritable culture d'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire que dans tous les domaines, y compris, même en dehors de la création du verre, de la production du verre, on a vraiment cette culture d'entreprise dans l'innovation. Alors, les chiffres clés pour faire quand même un petit peu pour expliquer un petit peu qui on est. Alors, c'est une entreprise qui a été créée en 1897 à Feuquières, donc dans l'Oise, donc en pleine campagne, c'est un endroit où il y a beaucoup de verriers historiquement. Alors aujourd'hui, on a 6 sites de production verre nu. Alors, on en a 4 en France, on en a un au Mexique, un aux Émirats Arabes Unis. Et ensuite, on a également 4 sites de décor. Donc on en a 3 en France et 1 au Mexique. L'entreprise a réalisé en 2019 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Saverglass embauche 3500 collaborateurs. Elle est présente également dans une centaine de pays et à travers en fait 17 filiales dans le monde entier. Elle produit 500 000 tonnes de bouteilles. Et la répartition à peu près entre les différents types d'alcool pour lesquels on va produire des bouteilles, c'est 56% pour les spiritueux, donc c'est vraiment notre plus grosse part de marché. Après, on a 42% pour les vins et on a 2% pour le reste. Je suis aujourd'hui au sein de Saverglass responsable du pôle Data Solutions. Alors, c'est quoi le pôle Data Solutions? Alors déjà, pour faire expliquer un peu le contexte et l'organisation de la DSI, donc au sein de Saverglass. Donc la DSI, c'est environ 50 personnes. Ces 50 personnes font partie de 3 services. On est organisé en 3 services dans la DSI. Donc un premier service qui est le service études et développement. Je fais partie de ce service. Après, on a un service qui s'occupe des opérations IT, l'infra, le réseau, la gestion de parc. Et un service qui s'occupe de la formation des utilisateurs,
du support métier et aussi des tests sur les applications. Donc, pour faire un petit focus sur le service études et développement, on est 25 à peu près dans le service. Donc, 25, on va dire à temps plein. On fait aussi appel à des partenaires, des prestations externes qui peuvent parfois faire monter un peu ce chiffre. Dans le pôle Data Solutions, donc le pôle dont je suis responsable, nous sommes aujourd'hui... Alors oui, d'abord, le pôle Data Solutions, c'est quoi? C'est la BI, évidemment. Donc on s'occupe de déployer et de faire évoluer la BI au sein de Saverglass, qui est un des plus gros objectifs actuellement. Et on s'occupe également de toutes les interfaces de données, des échanges de données entre tous les systèmes du groupe, donc que ce soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est aussi une grosse partie. Après, on a aussi quelques petits systèmes annexes qui sont aussi importants, mais qui sont des systèmes, le CRM, marketing automation et credit control, avec lesquels on connaît forcément ces systèmes-là. Et en fait, on s'occupe des échanges de données aussi entre nos systèmes et ces systèmes qui sont sur le cloud. Le pôle Data Solutions, donc aujourd'hui, on est en train de grossir parce que le pôle Data Solutions, c'est comme on a pour objectif et pour mission de déployer la BI chez Saverglass, on a besoin de renforcer l'équipe. Donc on a une équipe qui est assez récente. Moi, je suis arrivée à la tête du pôle il y a un peu plus de 2 ans. Et en fait, l'équipe qui est constituée en interne d'un chef de projet, un deuxième arrive en août. Et nous avons également un stagiaire qui va poursuivre ensuite l'année avec nous l'année prochaine en apprentissage. Et donc ça fait 3 personnes en interne en plus de moi. Et après, nous avons aussi également à temps plein en ce moment 4 personnes de notre partenaire Axi qui nous accompagnent. Donc 2 personnes côté Click et 2 personnes côté Talend. Le pôle Data Solutions, nous travaillons principalement sur les technos Talend, donc qui est un ETL, qui nous permet donc d'alimenter les données du Data Warehouse, mais également avec lequel on travaille pour toutes les interfaces du groupe. Et nous travaillons donc avec Click pour la partie Data Viz, la partie modélisation des données, et la partie restitution sous toutes ses formes. Et principalement, nous travaillons un peu avec ClickView, mais principalement avec ClickSense. C'est vraiment l'objectif, en tout cas, de continuer le déploiement sur ClickSense aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que de toute façon c'est la roadmap de Click et que ce choix est très important pour que les utilisateurs puissent avoir la main et être autonomes sur les données. Nous utilisons Click chez Saverglass depuis environ 6 ans. Il y a 6 ans, en fait, nous n'avions aucun outil de BI. Donc, il a été fait un POC a été fait pour savoir des benchmarks avec les différents outils du marché. Click a été sélectionné et choisi. Donc, à l'époque, nous avons commencé à travailler sur ClickView. Plus récemment, du coup, il y a 2 ans, nous avons commencé à déployer ClickSense. Pour le moment, nous avons gardé les applications ClickView. À terme, nous les migrerons dans ClickSense, mais ce travail n'a pas encore été amorcé pour le moment. Nous préférons nous concentrer sur les nouvelles applications qui vont sortir sur ClickSense. Chez Saverglass, aujourd'hui, nous avons une quinzaine d'applications sur ClickView qui sont utilisées principalement et qui ont été créées pour les États-Unis. Donc ça représente une trentaine d'utilisateurs dans tous les corps de métier. On a créé à la fois des applications pour le suivi des ventes, le suivi des commandes, également sur une partie financière. Ces applications sont aujourd'hui, les utilisateurs ont été ravis. Alors on se connecte directement à SAP parce que on utilise SAP aux États-Unis. Mais donc
ils sont peut-être juste un petit peu frustrés, ces utilisateurs-là, de ne pas pouvoir eux-mêmes créer leur rapport. Donc c'est quelque chose qui viendra par la suite avec ClickSense, aussi pour eux. Concernant ClickSense, nous avons une 50aine d'applications aujourd'hui. Les principaux utilisateurs de ces applications, ce sont les financiers. On a beaucoup d'applications créées pour effectivement la partie finance, la partie suivi des coûts d'exploitation. Mais en fait, l'application qui est aujourd'hui la plus essentielle à notre activité, c'est l'application pour le COMEX, pour le suivi de notre chiffre d'affaires prévisionnel. En fait, c'est la plus essentielle, pas encore la plus utilisée, parce que tout simplement, nous sommes en phase de déploiement de cette application. Nous avons fait un énorme travail ces derniers mois pour justement arriver à un résultat qui va bientôt être déployé. Donc là, c'est directement à destination du COMEX. Pour notre PDG également qui a été le demandeur principal, pour arriver à avoir une donnée fiable, qui est automatique, qui leur permet de prendre au quotidien les meilleures décisions pour l'entreprise, de connaître l'atterrissage de l'année, du chiffre d'affaires sur l'année. Et c'est en effet aujourd'hui quelque chose qui était réalisé, qui était fait, mais manuellement, jusqu'à maintenant. Donc ils l'attendent avec impatience et ça arrive très bientôt. Nos sources principales de données sont les sources de nos ERP. Je dis bien nos ERP parce qu'aujourd'hui nous utilisons 2 ERP. Donc nous utilisons SAP pour toutes les données des modules donc FI, CO, PM, MM et HR. Une partie SD pour les États-Unis qui sont sur la partie gestion commerciale et logistique sur SAP également. Et on a un deuxième ERP qui est un ERP maison qui a été créé il y a une vingtaine d'années, sur lesquels qui touche une grosse partie de nos données, de notre fonctionnement, parce que c'est effectivement toute la gestion commerciale et logistique, et également la partie production verre et décor. Donc ça représente vraiment des données qui sont diverses horizons. On a donc un gros travail d'alimentation à faire pour connecter nos données sources à nos applications. Au démarrage de notre utilisation de Click, nous connections nos données directement aux ERP et également aux autres systèmes, parfois des fichiers Excel. Et il y a un peu plus d'1 an, nous avons commencé à travailler sur un data warehouse, ce qui n'était pas encore le cas jusque-là. Alors c'est essentiel ce data warehouse parce que ça nous permet, mais de toute façon évidemment, de pouvoir centraliser, structurer nos données, de pouvoir les harmoniser, de pouvoir les mettre au même niveau de granularité, et tout ça pour arriver à être toujours plus performant dans la restitution de la donnée avec Click. Et donc ça nous permet aussi d'éviter le multi-sourcing. En fait, surtout la problématique de base sans BI dans une entreprise, c'est que les données proviennent de différentes sources, donc elles peuvent avoir des règles de gestion différentes. On n'est jamais certain avec la même donnée peut avoir une utilisation et une signification différente avec le même nom. Donc l'avantage de ce data warehouse et l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir partager la même donnée, que cette donnée ait la même signification auprès de tous les acteurs de l'entreprise et qu'il n'y ait aucun doute sur cette donnée et qu'elle puisse être ensuite utilisée de manière totalement avec une grande confiance, une fiabilité et donc une efficacité forcément évidente. Les conseils qu'on pourrait donner aujourd'hui à d'autres qui se lanceraient ou qui seraient déjà dans ce type de projet, et c'est toujours intéressant de pouvoir partager son expérience, ce serait déjà pour créer un data warehouse, pour monter un data warehouse. Je pense qu'on a tous les mêmes problématiques. Aujourd'hui, certains en ont déjà un depuis longtemps ou ne sont pas au même stade que nous. Mais clairement, il faut des ressources. C'est la première chose, c'est le plus important. Ensuite, pour assurer la réussite de ce type de projet,
Il faut garder en tête qu'il faut arriver à démontrer rapidement le bénéfice que les utilisateurs peuvent en tirer. Alors c'est vrai que c'est quand même assez aisé, on est quand même sur des projets où en général les personnes, enfin les utilisateurs, on leur fait gagner un temps énorme sur leur quotidien. Surtout ils peuvent enfin, au lieu de constituer manuellement des données, des reporting, pouvoir se concentrer sur une tâche bien plus importante qui est l'analyse de la donnée, le pilotage. Un autre conseil que je pourrais donner pour arriver à embarquer les utilisateurs dès le début de ce type de projet, c'est d'arriver à être en capacité de fournir rapidement des résultats, enfin des applications, de sortir des données rapidement et surtout des belles applications pour donner envie et que les utilisateurs puissent voir rapidement quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en tirer et surtout ça leur donne aussi des idées pour pouvoir aller plus loin parce que souvent, en tout cas nous on a été confrontés aujourd'hui on est face à des utilisateurs qui sont habitués à manipuler des fichiers Excel mais qui n'ont pas d'idée de ce qu'on peut faire avec des outils comme Qlik. Donc ça c'est notre rôle et notre mission d'arriver à leur donner vite des possibilités d'imaginer ce qu'on peut faire et du coup c'est ça qu'il faut faire, c'est d'essayer d'arriver de le plus rapidement possible leur donner des maquettes, des éléments pour pouvoir être en capacité de pouvoir, comme je le disais au départ, les embarquer avec nous. Alors si je dois définir QlikSense en quelques mots, en premier ça va être autonomie des utilisateurs parce que c'est bien la première chose, c'est pour ça qu'on a choisi QlikSense aussi, Qlik et QlikSense, c'est pour cette autonomie. Ensuite, la puissance de calcul et le design également. Axi nous accompagne depuis nos débuts sur Qlik. Axi est un partenaire de confiance avec qui nous travaillons en toute transparence. Concernant ma propre expérience avec eux, parce que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis à la tête du pôle Data Solutions, nous avons accompli beaucoup de choses et c'est pas forcément facile parce que nous arrivons souvent bien sûr à anticiper nos projets, nos besoins en ressources, mais ce n'est pas toujours le cas et ils ont été toujours là pour réagir vite, nous accompagner et nous trouver des ressources qui correspondent à notre façon de travailler. Ça n'a pas toujours été facile, nous avons tous traversé ce contexte, cette période un peu compliquée et malgré tout, pendant toute cette période, nous sommes arrivés à travailler ensemble, à agrandir l'équipe, à créer un esprit d'équipe. Si aujourd'hui nous arrivons à déployer la BI chez Saverglass, c'est en grande partie grâce à eux. Je m'apprête maintenant à vous présenter 3 applications qui sont en production et utilisées chez Saverglass. Ce sont des applications qui vont toucher à des données totalement différentes, donc c'est vraiment intéressant parce qu'on va avoir un panel d'applications qui vont peut-être vous donner des idées. On a une application qui va concerner les données de production et des données sur nos stocks, par exemple. On a une application ça va être un suivi des temps sur nos collaborateurs qui s'occupent de la maintenance sur nos machines. Et une application qui va être un peu plus basée sur le design pour la direction marketing. Voilà, merci beaucoup Amélie pour cette présentation. Donc, du coup, je te laisse la main pour la présentation des applications. Très bien, très bien. Merci Amélie. Voilà, donc comme je vous le disais, nous avons sélectionné 3 applications qui m'ont paru avoir du sens de vous présenter aujourd'hui. Alors, donc cette application, c'est l'application qui est utilisée par notre service GDCP et ordonnancement. Alors c'est quoi la GDCP et l'ordonnancement chez Saverglass ? En fait, c'est tout simplement le service qui permet de garantir la fourniture des produits demandés par nos clients tels qu'ils les ont demandés, évidemment avec toutes les contraintes que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire les contraintes de production, les campagnes de teinte qui vont s'enchaîner sur différentes périodes sur nos différents sites de production,
parfois la réfection des fours qui vont nous obliger à avoir un peu moins de capacité de production. Et tout ça, donc, il faut arriver à jongler avec les différentes demandes. Et évidemment, enfin, bon, on n'est pas les seuls à avoir ces problématiques. Mais en tout cas, cette application a été créée pour aider ce service. Donc, cette page-là. Alors, Glass Tolerance Site, c'est quoi? C'est tout simplement, alors donc vous voyez, on a utilisé plusieurs types de graphiques, un histogramme, donc une jauge et un camembert, et un tableau aussi pour avoir le détail. Donc tout ça sur la même feuille, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir aller analyser, avoir assez rapidement le résultat des données. Mais je vais vous prendre un exemple un petit peu après, mais je vais au moins vous expliquer ce qu'on regarde là en ce moment. Alors, c'est en fait le suivi des tolérances sur nos productions de bouteilles. Car quand un client va commander des bouteilles, donc par exemple 100 000 bouteilles, nous avons avec eux des contrats qui ont ces seuils de tolérance, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de pouvoir produire soit un peu plus, soit un peu moins, ce qui nous permet, comme on peut pas forcément, c'est pas une science exacte, on va avoir de la casse, parfois on va produire un peu plus, et dans ces seuils de tolérance, le client est obligé d'accepter en fait la commande, même si on est un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, mais c'est des pourcentages. Donc ces graphiques vont pouvoir nous permettre, alors, je vais prendre les bons statuts aussi pour pouvoir vous montrer ça un peu mieux. Donc nous permettre de suivre quand on est en dehors de ces seuils de tolérance pour pouvoir s'ajuster en fait, tout simplement. Donc cette application aussi est utilisée donc aujourd'hui par les utilisateurs du site mexicain. On est en discussion pour le déployer aussi en France parce qu'on a exactement les mêmes problématiques. Et donc évidemment, on a environ 5 utilisateurs aujourd'hui qui l'utilisent. On en aura beaucoup plus avec la France. Et on est sur des données issues du Data Warehouse et c'est les données de notre ERP maison ad hoc dont je parlais tout à l'heure dans la vidéo. Donc là, on voit bien que on a quand on est dans les tolérances, c'est le bleu foncé. Quand on est en dehors des seuils de tolérance, eh bien, c'est la partie en bleu plus clair. Donc en min et en max. Donc c'est vrai qu'on voit d'un seul coup d'œil sur les mois où on est plus ou moins bon. On voit qu'en août 2020, par exemple, on n'était pas très bon. Donc on peut aller faire un focus en cliquant sur le mois sur août 2020. Et donc là, assez rapidement, on va avoir les productions sur lesquelles, avec les ordres de production, donc on peut aller analyser, on peut aller a posteriori. On peut aussi donc essayer de s'ajuster, essayer de comprendre pourquoi, essayer d'aller pourquoi on a été mauvais sur nos indicateurs. Là, on voit effectivement sur ce mois-ci, on était à 72% en dehors des seuils de tolérance, donc, ce qui est vraiment pas très bon. Donc voilà à quoi peut nous servir cette application au quotidien. Je vais enlever les filtres et on va aller voir la page suivante. Donc, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, j'y répondrai à la fin. Donc là, on arrive. Alors, on est sur une autre vision de la GDCP qui est en fait la gestion de nos stocks. Parce qu'évidemment, la gestion de nos stocks, c'est aussi un élément très important dans la gestion de notre demande. Parce qu'il faut essayer de minimiser les stocks qui sont très anciens, parce que le stockage coûte cher, comme vous pouvez vous en douter. Et puis surtout, on a parfois dans nos stocks des bouteilles qui pourraient servir à fournir des produits à nos clients qui ont parfois des demandes très très courtes dans le temps. Donc là, on voit que on a des stocks qui sont assez récents, c'est plutôt logique. On voit que en tout cas on a des stocks qui ont près 6-7 mois qui peuvent être intéressants à aller suivre. Alors si je fais un focus justement en cliquant sur cette période, nos stocks qui ont 6-7 mois d'âge par rapport à leur date de fabrication,
on va regarder les produits finis. Donc, je vais faire un focus sur les produits finis. Et là, déjà, on a une répartition de où se trouvent ces stocks sur nos différents dépôts. Donc, on a des dépôts dans nos sites, mais on a aussi des dépôts externes. Donc, on est capable d'un seul coup d'œil, en fait, d'avoir une vision de où sont nos stocks aujourd'hui et de pouvoir les utiliser au mieux et de pouvoir en fait agir si on a des choses qui sont qui sont au-dessus qui sont sur un seuil d'alerte. Voici pour l'application. Donc évidemment, on peut aussi, on a créé un tableau parce que les utilisateurs sont quand même toujours friands de pouvoir avoir un détail et pouvoir potentiellement exporter ce tableau et en faire d'autres choses qu'on a. En tout cas, c'était encore une demande qu'ils avaient. Je vais passer sur la deuxième application que je voulais vous présenter, qui est l'application de suivi des temps pour notre service, en fait pour tout ce qui est maintenance de toute la maintenance réalisée chez Saverglass. Donc en fait, ce sont des données issues de la GMAO chez Saverglass, donc la GMAO, gestion de maintenance par ordinateur. On l'a mise en place il y a quelques années chez Saverglass avec SAP, donc c'est la partie PM. Donc la GMAO, son intérêt, c'est d'assister quotidiennement les services de maintenance dans leur mission, grâce à toutes ces données qu'on va pouvoir rentrer dans l'outil et ensuite effectivement pouvoir les analyser et pouvoir réagir. Donc là, on est principalement sur une des fonctions de la GMAO qui est la gestion du personnel et du planning. Donc là, on est sur des heures. Alors, on est sur un planning prévisionnel, donc on va prévoir le planning et on va avoir des heures planifiées par salarié. Et après, on a le suivi de ces heures réalisées par rapport aux heures prévues. Donc là, on a une vingtaine d'utilisateurs sur cette application. On a des responsables de maintenance chez Saverglass. On a aussi des directeurs, le directeur technique par exemple, qui peut avoir une vision très très rapide sur tous les sites de maintenance chez Saverglass, tous les sites de production. Donc là, on est sur des données issues de SAP, évidemment, vu que la GMAO chez nous est dans SAP. Donc sur cette première page, on a donc voilà, ce que je disais, une overview. On est sur un tableau de bord sur l'ensemble de ces heures par société. Assez rapidement, on est capable de voir qu'on est sur un taux de réalisation de 91%. Bon, là, on est vraiment sur l'ensemble des données, donc ça n'a pas vraiment de sens. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que les données qu'on est en train de vous présenter, c'est des données qui ont été modifiées. Donc, c'est pas les données réelles de Saverglass, mais c'était pour vous présenter quand même l'intérêt au mieux sans non plus communiquer sur toutes les données, et notamment là, c'est des données sur les salariés, donc on est quand même assez prudent. Même si ce ne sont que des heures, ça peut être assez... il faut faire attention. Donc là, on est sur 91% de taux de réalisation des heures prévues par rapport aux heures planifiées. Donc c'est vrai que les responsables de maintenance vont être intéressés d'avoir cette vision des choses pour savoir si on est en dérapage ou pas, si on a été en capacité de prévoir correctement les heures pour l'équipe, savoir si on a eu à un moment donné des pics non prévus qu'il a fallu pallier par rapport à une planification, de savoir si on va pouvoir réagir sur d'autres fois un peu plus rapidement ou en tout cas de pouvoir prévoir mieux sur ce genre d'événements. Voilà en tout cas l'objectif de cette application. Donc là, je vais faire un focus. Alors, on a plusieurs filtres qu'on a mis en place. On peut aller regarder une société en particulier. Donc là, on voit que sur cette société, on est plutôt à 89% de taux de réalisation. Voilà, on a toujours cette moyenne des heures prévues par rapport aux heures réalisées. Je peux prendre aussi une semaine, parce que c'est un petit peu plus parlant aussi pour voir les heures. Voilà, donc là, je prends la deuxième semaine de l'année 2020. Et on a assez vite les données qui se filtrent et de manière très très visuelle, on a des KPI qui s'affichent et qui ont été très très appréciés de l'équipe de maintenance. Je vais enlever les filtres pour aller sur la page suivante. Donc là,
on a une vision dans le temps des heures de maintenance réalisées, donc avec un histogramme empilé. On a les différentes sociétés qui apparaissent. On peut naviguer dans le temps avec le petit ascenseur qu'on a en bas qui est assez pratique. Et donc là, assez rapidement, on est capable de voir s'il y a des saisonnalités qui se dégagent, si on a des pics d'alerte sur certains mois, sur certaines sociétés. Donc on est, par exemple, on va voir que si je reprends un filtre sur une société pour pouvoir voir un petit peu mieux les choses, on voit que clairement sur les semaines 52 et 1 de l'année, on a un peu moins d'activité, ce qui est logique, hein, on va le retrouver chaque année. Donc voilà, c'est à ça que ça va servir ici, par société ou même pour le directeur de pouvoir analyser clairement nos pics d'activité sur les heures. Donc là, on est vraiment sur le réalisé, on n'est pas sur le réalisé par rapport au planifié, mais on a cette vision des pics d'activité. Je vais passer à la page suivante. Là, on a le pourcentage de réalisation des heures prévues, donc par salarié. Donc là, on peut vraiment avoir une vision encore plus précise. On va descendre plus en détail. On va savoir si, par rapport à ce qui est, donc on a des couleurs qui correspondent à des seuils d'alerte. Si quand on est dans le bleu, on est plutôt bon. Après, quand on descend dans le orange, c'est beaucoup moins bien. Et dans le rouge, on est vraiment très mauvais par rapport à ce qui avait été prévu. Donc là, pour un responsable de maintenance, par exemple responsable de maintenance mécanique, il peut aller faire effectivement un focus sur son équipe. Donc là, c'est son équipe, mais un peu plus grande parce qu'on est sur une société, sur plusieurs sociétés, mais on va en prendre une en particulier. Donc là, on a les seuils d'alerte qui s'adaptent en fonction de la quantité de données qu'on a. Mais il est capable après coup de voir pourquoi on avait un petit peu moins d'heures que prévu et de pouvoir réagir si nécessaire. Encore une fois, ils ont été vraiment très très. C'est une application qu'on avait mise en place assez rapidement sur ces données d'heures de réaliser, planifier. C'était au démarrage de la GMAO. C'était en fait une première pour leur montrer, en fait, comme je disais tout à l'heure, assez rapidement ce qu'on pouvait faire avec Click par rapport à toutes les données qu'ils avaient dans leur système SAP. Et là, ils ont pu voir l'intérêt et du coup, ça nous amène sur un projet plus global pour la GMAO. Ça leur a donné très envie et du coup, on poursuit pour pouvoir leur présenter d'autres données assez rapidement. Et la dernière application que je voulais vous présenter, c'est donc... Ouais. Amélie, il nous reste 2 petites minutes. Désolé, hein, je fais le timekeeper. Pas de souci. Du coup, je m'arrête ou c'est juste pour moi 2 minutes? Non, tu peux présenter cette appli-là. Ouais, ça va aller très vite, ça va aller beaucoup plus rapide, il n'y a pas de clic. Ok. Donc, simplement, cette application, c'est l'application qui a été créée pour le marketing, donc pour la direction marketing, pour avoir dans une seule feuille dashboard l'ensemble des KPI qu'ils veulent suivre sur leur activité. Pourquoi pour montrer que, comme pour toute activité marketing, que les actions qui sont faites, les événements qui sont préparés, comme celui que vous êtes en train de faire aujourd'hui par exemple, ont un impact sur la quantité surtout notre capacité à transformer nos prospects en potentiels clients. Et ça, c'est très important pour l'activité marketing. Jusqu'à aujourd'hui, tout était fait manuellement et pas du tout régulièrement. Grâce à cette application, ils peuvent enfin prouver et démontrer à la direction que leur action, en tout cas, a du sens et est très importante, ce qui est toujours important pour avoir du budget. Donc, on a travaillé sur le design. Ce n'est pas l'application définitive que je vais pu vous montrer, mais voilà, l'idée, c'était d'avoir tout sur une seule page avec des variations de l'année par rapport à l'année précédente, le mois précédent, des KPI très visuels et très, très rapides en une seule fois. Voilà. Je peux m'arrêter là si vous voulez. Ouais, super, merci beaucoup en tout cas. On a débordé un petit peu, on va passer aux questions. Il y en a une première là. Est-ce que tu as des projets de développement de nouvelles applications pour adresser d'autres métiers? Enfin, quelles sont les urgences par rapport au schéma que tu avais montré tout à l'heure, tes prochaines priorités métiers en termes d'application?
Alors oui, les prochaines priorités, c'est déjà de déployer l'application StarCA Comex, comme je vous en ai parlé dans la vidéo, c'est très important. Puis en fait, va en découler derrière tout ce qui est application pour la direction commerciale, parce que ça, on n'en a pas encore aujourd'hui. En tout cas, sur ce modèle data warehouse qu'on a monté, on n'en a pas encore qui peuvent être exploités. Et surtout, un des plus gros objectifs qu'on va avoir maintenant, c'est de mettre, de pouvoir donner la main aux utilisateurs qui ont très envie d'être autonomes, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, on est sur des applications qui sont pour des consommateurs, mais maintenant, on va aussi donner la possibilité, avec notre modèle de données qui est structuré, qui est mis en place, leur laisser eux-mêmes la possibilité de créer leurs graphiques et leurs analyses. Ouais. Aujourd'hui, il y a uniquement les équipes quelque part IT qui développent les rapports, ou il y a déjà quelques utilisateurs qui font un peu du self-service, qui créent leurs propres objets. On en a quelques-uns qui font du self-service. Mais c'est une volonté, d'accord. Ok. En fait, on est sur du pilote avec ces utilisateurs-là. Okay. On est en train de voir comment on peut justement être au plus un fonctionnement le plus optimal possible. Donc, mais c'est vraiment l'idée, qu'on ne soit pas un goulot d'étranglement et que chaque utilisateur puisse avoir la main, mais avec des données qui sont vraiment contrôlées, fiabilisées par nous, que les applications puissent être créées, mais déployées par contre par nous pour qu'on puisse s'assurer que la donnée est quand même garantie et fiable. Bien sûr. Bon, super. Je te remercie. Il est 11h31. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site internet axi.fr. Et dans tous les cas, on vous enverra un petit mail, donc à tous les participants et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer, le lien pour le replay, la documentation, les différentes présentations. Voilà, dans tous les cas, une nouvelle fois, merci Amélie pour le témoignage et merci à tous pour votre participation. À bientôt. Bonne journée à tous.